Bonsoir Claire. Bonsoir. Que sait-on exactement de cette trêve surprise ? Eh bien effectivement, l'instigateur de cette trêve n'est autre que Donald Trump. Hier soir, le président américain a affirmé avoir obtenu l'accord de Vladimir Poutine. Écoutez. I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week, and he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, don't waste the call, you're not going to get that. And he did it, and we're very happy that they did it. Une déclaration saluée immédiatement par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємось, що Америці вдасться це забезпечити. Alors il faut rappeler qu'une vague de froid s'abat en ce moment sur l'Ukraine avec des températures qui atteignent les moins 30 degrés. Or avec les frappes russes, de nombreux Ukrainiens se sont retrouvés sans électricité, sans chauffage, sans eau courante. Le corps gelé d'une femme âgée a été découvert dans les décombres d'un immeuble de Kiev après des tirs de missiles et de drones. Elle était une survivante de l'Holocauste. Alors selon cette trêve, les Russes auraient accepté de s'engager à ne plus viser les villes ni les sites énergétiques. D'ailleurs, cette trêve a été surnommée dans la presse la trêve énergétique. Alors, qu'a répondu Vladimir Poutine ? Alors, à en croire le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, oui, la Russie a bel et bien accepté cette trêve. Voilà ce qu'il a répondu aux journalistes. Écoutez. Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа. Alors interrogé sur les termes de cette trêve, est-ce qu'il s'agit d'un arrêt des frappes sur les sites énergétiques ou d'un arrêt plus global ? Il a eu cette réponse laconique. Alors il n'y a rien de plus à ajouter en termes de détails que ce qui a déjà été dit. Je tiens simplement à réaffirmer que nous parlons de créer un climat propice aux négociations. Voilà, je vous l'ai lu, cette réponse laconique. Cette trêve est-elle vraiment respectée par les Russes ? Alors en tout cas, pas la nuit dernière. Selon l'armée de l'air ukrainienne, un missile et 100 hausses drones ont été tirés, même si 80 d'entre eux ont été abattus. Oui. À Kiev, où 600 000 personnes ont déjà fui la ville, 378 bâtiments sont encore sans chauffage aujourd'hui. Mais Volodymyr Zelensky a dit ce midi sur le réseau social X, la nuit dernière, il n'y a pas eu d'attaque contre des installations énergétiques, mais plus tôt dans la journée, des installations énergétiques ont quand même été endommagées dans plusieurs régions. Pour le président ukrainien, les frappes n'ont pas cessé, mais elles ont changé de cible. Nous constatons une réorientation de l'armée russe vers des attaques contre la logistique. Merci Claire. Claire Sergent, qu'est-ce que ça nous dit de la situation à la fois militaire, j'ai envie de vous dire aussi psychologique, enfin bref sur le terrain général? La situation psychologique pour les Ukrainiens est terrible. La vague de froid en fait commence là et elle va jusqu'à toute la semaine, jusqu'à moins 30 la nuit. Donc, évidemment, sans chauffage, c'est terrible, mais ça va plus loin que ça. Le système de chauffage à Kiev est un système de chauffage à la soviétique. Vous savez, vous avez des tuyaux avec de l'eau chaude. Quand ça fonctionne pas, ça gèle à l'intérieur, ça casse tout le système. Donc, ça veut dire que c'est pour des mois, vous n'avez plus de chauffage. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette négociation, elle est bienvenue que le président Trump, s'il obtient une diminution des attaques, l'obtiennent. Mais pourquoi ? Parce que les Russes sont en pleine négociation et veulent obtenir ce que le président Trump met comme pression sur le président Zelensky aujourd'hui, c'est-à-dire abandonner le Donbass. C'est ça la question. Et pour l'instant, le président Zelensky, qui d'abord ne peut pas le faire vis-à-vis de la population ukrainienne, c'est-à-dire qu'il pourrait le faire que s'il y a un référendum en Ukraine, donc c'est une situation difficile pour lui. Deuxième point, les combattants, eux, continuent. Et je regardais encore hier, il y avait encore une contre-attaque limitée, mais une contre-attaque ukrainienne à Potros. Oui. Vous vous en souvenez Oui, la guerre continue. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est la guerre continue. Non, Potros, il y a toujours des capacités de résistance. Donc, les Russes ont besoin de négocier. Les chiffres qui ont été publiés avant-hier du nombre de morts globalement depuis 4 ans, 2 millions de morts, dont à peu près 2 tiers pour les Russes,
ça a quand même un effet terrible. C'est de dire, mais finalement, les Russes qui n'arrêtent pas de clamer victoire perdent beaucoup plus d'hommes et de femmes que les Ukrainiens sur le terrain et n'avancent pas beaucoup. Donc ils ont besoin de cette négociation, mais la clé, c'est bien sûr abandonner le Donbass. Et donc, il met la pression, en fait, sur le président Trump, en lui disant, vous voyez, je vous fais un cadeau. Ben vous, il faut mettre la pression sur Zelensky pour arriver à obtenir quelque chose, parce que si, au printemps, il n'a rien, il va être dans une situation difficile, le président Poutine. 4 ans de guerre, combien on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et puis, l'économie russe, qui en prend des coups quand même, parce que eux, les Ukrainiens, n'arrêtent pas de taper sur les capacités de raffinage, en particulier russes. Donc, il a besoin de cette négociation, d'où ce cadeau qu'il peut faire sur une semaine. Elisabeth Shepard. Alors, moi, je pense qu'il peut faire le cadeau. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est autre chose, parce qu'on sait qu'il y a eu des trêves, des cessez-le-feu qui n'ont pas du tout été respectés dans le passé. Je pense notamment à Pâques ou à Noël de l'année dernière. Ceci étant dit, et je rejoins le général, aujourd'hui, la pression que Trump a essayé de mettre sur Zelensky, il n'arrive pas à grande chose pour l'instant, parce que, comme vous vous rappelez, c'est pas forcément Zelensky qui peut décider à la place du peuple, mais Trump a besoin, encore une fois, d'une victoire. Et donc, ils mettent cette pression. C'est cadeau de Trump et de Poutine. Est-ce que ça va arriver à des négociations? Probablement pas, mais je pense que Poutine le sait très bien. Mais en même temps, il faut peut-être aussi ce cadeau pour Trump, pour garder un peu cette bienveillance américaine qui semble être plus pour les Russes, bien évidemment. Ça semble évident, oui. Alors c'est presque une parenthèse, je dirais presque indécente aussi pour les Ukrainiens. C'est une semaine, ils souffrent, c'est quand même le 4e hiver, ils souffrent du froid, vous l'avez dit, c'est un hiver terrible, le pire de ces dernières années. Et voilà, puis alors psychologiquement, c'est pas évident, autant pour les militaires que pour les civils, mais ils tiennent le coup. Et on sait très bien que ça va reprendre juste après. Il était question de frapper des sites logistiques. Il se trouve que je pars en Ukraine demain matin et j'étais en conversation avec un résident ce matin de Kiev. Et il disait, mais il travaille dans le système hospitalier de santé humanitaire, il disait, mais on en est à 2000 structures hospitalières, cliniques, dispensaires, hôpitaux pour enfants qui ont été touchés à 95% délibérément par les Russes. Donc on se fait aucune illusion. Le moral est quand même relativement bon, malgré du côté ukrainien et des civils de l'arrière. Comment font-ils pour tenir? Ouais, ils savent, et ça c'est vraiment étonnant, parce que... Quelle force intérieure, parce que... Tout à fait. Ouais. Qui a connu l'indépendance en 91, les jeunes Ukrainiens et les combattants disent on n'a pas le choix, nous sommes dos au mur. Et en même temps, vous avez raison, général, le système défensif marche bien à Prokhovsk ou ailleurs. Il faut 3 Russes quand il y a un défenseur ukrainien sur une place, dans une tranchée, etc. C'est le ratio. Le moral des Russes, par contre, est au plus bas. Et troisièmement, les Ukrainiens espèrent tenir au moins jusqu'au printemps là, pour avoir un peu plus d'armement du côté européen. Et donc tout ça crée quand même une force morale, comme disait le stratège Clausewitz, pour combattre. Et il y a beaucoup, et je suis d'accord avec vous, général, il y a beaucoup de pertes militaires russes, il y a beaucoup de pertes économiques russes également, une inflation qui est quand même assez galopante, 10%, 20% sur les produits de première nécessité, un taux directeur de la Banque centrale de 17%. Poutine devra rendre des comptes. On a fait remonter, ils ont fait remonter... Vous croyez que c'est vraiment sa préoccupation ? Quand même, parce je dis ça sans... Je ne mets pas d'ironie là-dedans. Hein. Oui, non, mais il comptait quand même gagner Kiev en 3 jours. Regardez, 4 ans après, on est toujours là. C'était la grosse erreur d'ailleurs. Je pense en revanche c'est un échec. C'est un échec total, absolument, avec des coûts aussi économiques et sociaux pour le pacte social qu'il avait concocté avec les Russes dès les années 2000. Mais voilà, donc je pense qu'il n'y aura sûrement pas de guerre, il n'y aura pas de paix totale, il y aura peut-être un cessez-le-feu, et malheureusement, le Donbass risquera d'être perdu. Qu'est-ce qui va rester du Donbass qui n'est pas encore occupé par les Russes? C'est la pression de Trump là-dessus, à la demande de Poutine. Mais en tout cas, pour l'instant, donc les Ukrainiens tiennent. C'est... Là, la Russie combat depuis plus longtemps que pendant la Grande Guerre patriotique. Oui, c'est la durée est cette plus notion. grande Merci que de la nous la Grande donner. Guerre patriotique, qui est quand même le modèle sur lequel Poutine... Gerasimov, l'état-major russe lui a menti en permanence, en lui disant on gagne, on va y arriver. Je crois qu'il finit par comprendre qu'il y a un problème, mais il ne peut pas... ça c'est un problème d'idéologie trumpienne, poutinienne. Il ne peut pas avouer qu'il n'a pas gagné
ce pourquoi. Et donc la pression est énorme. Et clairement, Trump s'en fout complètement du Donbass. C'est pas important pour lui. Mais on en est toujours à le cessez-le-feu. Et je rappelle que les Européens, les Ukrainiens et les Américains se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait un cessez-le-feu. Or, les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu tant qu'ils n'ont pas un accord de paix. Donc on inverse les données. En tout cas, le président Zelensky vient de confirmer que, voilà, j'allais vous dire cette petite parenthèse, oui, mais elle était maintenue ce soir. C'est bien le cas de part et d'autre. Vous vouliez intervenir. Oui, simplement quelques remarques. Trêve jusqu'au 1er février. Je ne suis pas certain, en toute modestie, que la trêve dure, malgré ce qui peut être dit. Pourquoi ? Parce qu'on a des précédents sur cela. On a des précédents sur des annonces, on a des précédents sur des déclarations côté russe, et dans la foulée, vous aviez une ouverture du feu, des drones, différents vecteurs, etc. Donc le sujet de la trêve, à voir si ça va durer structurellement, est-ce qu'ils vont tenir et qu'ils ne pourraient pas invoquer à un moment ou à un autre une sorte d'élément disant non, vous n'y pensez pas, plus de trêve, etc. et on continue de frapper, etc. Ça, c'est le sujet. Pourquoi ? Parce que, et en vous écoutant, le sujet de l'Ukraine pour Poutine, donc dans l'exercice du pouvoir, Fédération de Russie, malgré les pertes économiques, malgré les destructions, malgré la quantité extrêmement volumineuse du nombre de décès, de pertes, de blessés, etc. Et c'est une obsession pour le pouvoir politique de Poutine, l'Ukraine. C'est une obsession qui en est, comment dirais-je, c'était un trouble psychologique, si je puis dire. C'est-à-dire une névrose. Exactement. On est sur quelque chose d'extrêmement profond. Et dans l'exercice du pouvoir, Poutine est en pouvoir depuis au moins une génération, plus de 25 ans au pouvoir. On est en 2026 déjà. Mais oui, c'est incroyable. Et l'isolement qu'il s'est constitué pendant la période de Covid, en voyant beaucoup moins de monde, en ayant une représentation de lui-même, de la Russie et du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, le conduit, alors avec une geste de folie, ou comme on peut le qualifier comme on veut, mais cet isolement-là fait qu'il accroît, si vous voulez, tous les traits d'obsession en direction notamment de l'Ukraine, d'où février 2022, ce qui était en préparation depuis 2021, etc., etc. Donc il ne lâchera pas, malgré les difficultés économiques, malgré des pressions qui peuvent être internes au dispositif russe, que ce soit des services de sécurité, que ce soit des leviers économiques, industriels et financiers, il ne lâchera pas. Il y a une logique qui est pour lui, on l'avait dit par ailleurs, existentielle, il y a une logique qui est absolument névrotique, de vouloir écraser l'Ukraine, de vouloir réduire l'Ukraine et d'ailleurs le peuple ukrainien. Ce qui m'amène à la réflexion que je fais tout le temps, le problème c'est Poutine. Et tant que Poutine sera au pouvoir, on ne changera pas. Mais il n'a pas l'intention de partir, a priori. Non, mais on pourrait avoir l'intention de le faire partir. Mais le changement de pouvoir, c'est toujours quelque chose qui effraie tout le monde. Alors que je pense qu'avec un autre, même un oligarque du tout, il pourra négocier parce qu'il n'aura pas de cette obsession. Ça n'est pas lui qui a lancé la guerre, donc il pourra négocier. Poutine ne peut pas négocier. S'il recule, il est perdu. Il a perdu tout. Et cette obsession qu'il a de cette verticalité du pouvoir, où il a pris cette décision, où il était convaincu qu'il remporterait l'affaire en 8 jours, et où il s'est complètement planté parce qu'on lui a menti et parce qu'on a fait une mauvaise appréciation. Et depuis cette guerre, on lui ment en permanence en lui disant « vous allez gagner ». Et donc, il reste dans cette obsession. Et donc, oui, je pense que c'est lui, mais malheureusement, le changement de pouvoir ne dépend pas d'un plateau télévisant, mais de gens qui veulent avoir une volonté de changer les choses. Et, eh bien, ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. Olivier ? Ce qui est important aussi, c'est les gains qu'il peut avoir sur le côté diplomatique. C'est vrai qu'il a transformé son statut d'agresseur en agressé. Nous sommes agressés, la nation slave est agressée, la Russie. Venez nous rejoindre. Ça a marché en particulier avec l'aide de l'Iran justement, mais aussi de la Chine. La Chine pourrait changer d'avis. Évidemment, elle lorgne la Sibérie, les ressources minérales, etc. Le pétrole à vil prix à 45 et 50 $, comme d'ailleurs elle achète le pétrole au même prix à 50-55 $ côté iranien. Mais la Chine ne veut pas de déstabilisation internationale.
Donc voilà, si ça prend des conséquences un peu trop longues, et nous sommes à un temps très long déjà en guerre, c'est 4 ans avec beaucoup de pertes des deux côtés, la Chine pourrait aussi inciter la Russie à revoir, mais je suis d'accord en même temps, c'est existentiel pour Poutine, c'est le syndrome du Kremlin, c'est le syndrome du tsar, du post-tsar, c'est l'impérial en fait qui parle, avec évidemment une volonté de conquête, soit par une guerre frontale, soit par une guerre hybride, comme on l'a vu en Géorgie, en Arménie et dans les pays baltes, et peut-être en Europe demain. Et donc oui, il y a urgence évidemment à essayer de limiter son côté expansionniste. Merci infiniment, avocate, d'avoir participé à ce débat passionnant.